La vision populaire d'une Europe médiévale austère et pudibonde s'oppose à l'image d'une Rome antique débauchée et licencieuse. Violence, cruauté et pratiques imaginaires, comme le prétendu droit de cuissage, sont souvent associés à cette période. Mais cette perception d'un Moyen-Âge barbare et obscur est-elle vraiment fondée? Quelle était la position de l'Église face à la sexualité et quelles étaient les pratiques réelles? Au Moyen-Âge, la vie privée était quasi inexistante, sous le contrôle constant du pouvoir séculier, religieux et communautaire. Tout acte était scruté, analysé et jugé. L'Église, garante des mœurs, se trouvait au cœur des débats sur la sexualité. Il est fondamental de saisir l'importance de la religion dans la vie des individus de cette époque. La foi chrétienne, loin d'être un concept abstrait, imprégnait leur quotidien et leur identité. Intégrée aux us et coutumes locales ou préservée dans sa forme originelle, le christianisme structurait l'existence. L'Église n'était pas seulement un lieu de culte dominical, mais le centre de la vie sociale. On s'y réunissait, on y partageait des nouvelles, on y réglait des différends. Elle exerçait un pouvoir considérable sur les mentalités, dictant les comportements à adopter et punissant sévèrement les écarts. L'éducation religieuse, transmise dès l'enfance, conditionnait la perception du bien et du mal, et la sexualité en faisait partie intégrante. Dans le monde rural médiéval, amour et sexualité étaient perçus comme des notions distinctes, parfois opposées. Le sexe, associé au péché, ne devait pas procurer de plaisir. Son but principal dans le mariage comme en dehors était la procréation. L'institution ecclésiastique, dans sa quête de contrôle absolu, régissait jusqu'aux positions sexuelles autorisées. Seule la position du missionnaire était permise, censée minimiser le plaisir et affirmer la domination masculine. Des jours d'abstinence, tels le dimanche, et des périodes comme le carême étaient imposés. Contraception et avortement, bien que probablement pratiqués clandestinement, étaient formellement condamnés. La sexualité féminine, encore plus réprimée, assimilait la femme à la figure tentatrice d'Ève. Le culte de la virginité et de la pureté était encouragé, tandis que les relations sexuelles hors mariage étaient réprouvées. Paradoxalement, l'âge tardif du mariage, 23 à 25 ans, et l'obligation de procréer contrastaient avec la condamnation de relations sexuelles fréquentes. Les violences faites aux femmes, notamment conjugales, étaient largement ignorées par les autorités, qu'elles soient religieuses ou laïques. L'Église cherchait à réglementer la sexualité de ses fidèles dans sa globalité. Cependant, la multitude de documents dénonçant des pratiques sexuelles diverses suggère leur existence répandue. Il est probable que les individus s'adonnaient au plaisir de la chair sans se soucier des interdits religieux. Le célibat imposé aux prêtres pourrait expliquer leur obsession pour une sexualité qu'ils devaient réprimer. Il faut également souligner la diversité des pratiques et des interprétations religieuses selon les régions et les personnes. Pour les seigneurs féodaux, la sexualité était un enjeu politique. La prospérité de leur domaine dépendait de la croissance démographique, source de main-d'œuvre et de revenus. La procréation était donc encouragée et encadrée légalement, notamment par la reconnaissance des enfants illégitimes. La régulation des pratiques sexuelles des paysans, tant qu'elles n'entravaient pas la reproduction, les préoccupait moins. Les récits de l'époque font état de mœurs bien plus complexes que ce que la morale religieuse laissait entendre. Des chroniqueurs relatent des fêtes aux allures licencieuses, où les règles étaient temporairement suspendues, permettant des comportements que l'Église réprouvait officiellement. L'adultère, bien que sévèrement puni, était une réalité fréquente, notamment chez les classes aristocratiques. L'hypocrisie régnait, et les interdits étaient souvent contournés par des pratiques discrètes ou tolérées sous certaines conditions. Par ailleurs, la prostitution était omniprésente, en particulier dans les villes. Les bordels étaient aussi parfois régulés par les autorités locales, et certains monastères eux-mêmes entretenaient des relations ambiguës avec ce commerce. Cette réalité témoigne d'une contradiction majeure. Alors que la doctrine chrétienne prônait l'abstinence et la pureté, la société médiévale, dans son fonctionnement quotidien, ne pouvait totalement éradiquer les désirs et les besoins humains. En définitive, la sexualité médiévale ne saurait être réduite à un cadre rigide et uniforme. Si l'Église exerçait un contrôle strict, la diversité des comportements et des réalités sociales démontre que les individus trouvaient des moyens de vivre leur intimité, parfois au mépris des interdits officiels. La perception moderne d'un Moyen-Âge entièrement puritain et répressif
doit donc être nuancé à la lumière des témoignages et des documents historiques. Le mythe du droit de cuissage, inventé au XVIIIe siècle pour dénigrer le passé, est une pure fabrication. Malgré le pouvoir important des seigneurs, aucune loi n'a jamais officialisé ce prétendu droit. Ce mythe, comme celui de l'absence d'hygiène au Moyen Âge, reflète une vision déformée de cette époque. L'inexistence du droit de cuissage n'empêchait toutefois pas les abus de pouvoir et les violences sexuelles. Les relations entre seigneurs et paysannes étaient marquées par des rapports de force évidents, où le consentement pesait peu face aux réalités de la domination sociale. Loin d'être institutionnalisés, ces abus demeuraient néanmoins une réalité pour de nombreuses femmes, souvent réduites au silence par crainte de représailles. Malgré la condamnation officielle du sexe, les maisons closes étaient nombreuses dans les villes médiévales. Considérées comme un mal nécessaire pour préserver la vertu des femmes honnêtes, elles étaient tolérées par l'Église. Saint Augustin affirmait même que sans prostitution, la luxure détruirait le monde. Des réglementations apparurent plus tard, mais les prostituées restaient vulnérables et soumises à de lourdes taxes. Ces établissements étaient parfois situés à proximité des églises ou des monastères, signe de la contradiction entre l'idéal religieux et la réalité sociale. Certaines villes médiévales allaient jusqu'à enregistrer officiellement les prostituées, leur attribuant des quartiers spécifiques et des vêtements distinctifs pour les différencier des autres femmes. Dans certains cas, ces femmes bénéficiaient même d'une certaine protection des autorités locales, car leur activité rapportait des revenus substantiels via l'impôt. Cependant, cette tolérance ne signifiait pas une véritable acceptation. Les prostituées étaient méprisées et souvent considérées comme impures. À la fin du Moyen Âge, avec la montée du rigorisme religieux et les ravages des maladies vénériennes, la répression à leur encontre s'intensifia. Les maladies vénériennes, en particulier la syphilis importée des Amériques, représentaient un fléau majeur, souvent perçu comme un châtiment divin. Leur propagation rapide témoigne de l'activité sexuelle au Moyen Âge. Toutefois, la syphilis n'était pas la seule menace. D'autres infections, aujourd'hui mieux comprises, sévissaient déjà et alimentaient les discours moralisateurs. Les remèdes proposés par les médecins médiévaux étaient souvent inefficaces, mêlant superstitions et pratiques douteuses comme les saignées ou l'application de mercure. La vie sexuelle des couples, constamment sous le regard de la communauté, était pleine de difficultés. Le manque d'intimité dans des maisons souvent partagées obligeait les époux à la dissimulation. Dans les campagnes où l'espace était limité, plusieurs générations cohabitaient sous un même toit, rendant la vie conjugale difficile. De nombreux témoignages indiquent que les jeunes mariés devaient parfois consommer leur union sous la surveillance d'un témoin chargé de vérifier la bonne consommation du mariage, une pratique choquante pour notre époque. L'approche de la sexualité au Moyen Âge était donc complexe et paradoxale. Condamnation religieuse, tolérance des maisons closes, ravage de la syphilis. Autant d'éléments contradictoires. Il faut rappeler que notre connaissance de cette période repose principalement sur des sources ecclésiastiques, potentiellement biaisées. Hors du contrôle de l'Église, la sexualité était peut-être vécue avec plus de liberté et moins de culpabilité. Les ballades populaires et les récits de l'époque montrent d'ailleurs que l'amour courtois et la sensualité faisaient partie de l'imaginaire collectif. Des poèmes évoquèrent des passions interdites, des liaisons secrètes et des jeux de séduction. Dans les cours aristocratiques, troubadours et poètes chantaient l'amour sous toutes ses formes, bien loin de l'austérité prêchée par les moralistes. Le Moyen Âge, souvent perçu comme une ère de privation et de répression, était en réalité traversé par des nuances et des contradictions. Il existait un décalage entre les interdits imposés par l'Église et la réalité des pratiques. Certains pouvaient vivre leur sexualité de manière plus libre qu'on ne l'imagine aujourd'hui, tandis que d'autres subissaient le poids des dogmes et des règles sociales. Votre perception du Moyen Âge a-t-elle changé? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire.